Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de sous-marin de Saint-Icos. Aujourd'hui, considération stratégique oblige, on va parler de la différence de style de jeu entre deux destroyers que sont, entre un destroyer, un torpilleur et un contre-torpilleur. C'est une vidéo qui est en écho d'une que j'avais déjà produit à l'époque. J'avais comparé, il me semble, Fubuki puis un contre-torpilleur russe. Cette fois, on va carrément s'attaquer à la base du jeu, c'est-à-dire la différence entre deux torpilleurs de tiers égales, mais avec l'Akatsuki japonais et le Mahan qui est l'américain. En d'autres termes, nous allons avoir les deux nations de base du jeu, les deux nations d'origine qui avaient été développées en entier. Et à l'époque, quand on voulait jouer destroyer, comme on dit, on avait le choix qu'entre ces deux lignes. Donc on avait le choix entre les Américains qui sont les contre-torpilleurs et les Japonais qui étaient les purs torpilleurs. Donc on enchaîne avec deux batailles, elles ne sont pas de moi, aucune des deux. Mais vous n'allez pas le regretter parce que ce sont deux très belles batailles. On attaque tout de suite avec le japonais, l'Akatsuki, et nous allons voir de quoi est capable ce furieux torpilleur de tier 7 lorsqu'il est mis entre des mains expertes. A tout de suite en bataille. Et nous sommes partis. Alors donc il s'agit du commandant Falco, qui est sur son Akatsuki, torpilleur japonais de tier 7. L'Akatsuki qui a qui a déjà des torpilles à 10 km, ses canons qui portent à 9,4, et qui a une dissimulation, je crois que c'est de 6,4, il me semble, ou de 5,4, 6,4. On va regarder, parce que là on est un petit peu... C'est 6,4, oui. C'est une des meilleures dissimulations du jeu. À ce tir-là, elle est excellente. Donc là, Falco ne semble pas y aller à fond, ou alors, non, il n'y va pas à fond, il y va vitesse 3/4. Il est vrai que c'est un mode de capture de base. Là, il n'y a pas à se précipiter pour aller prendre un cap, ou occuper un cap en espérant le soutien de ses partenaires. Il s'agit pour lui de faire ce qui est pratiquement le mieux quand on a ce type de dissimulation, c'est de faire du spot passif dans un premier temps. Il est suivi par 3 croiseurs, alors que le cuirassé a décidé d'aller joindre ses canons aux autres cuirassés à l'autre bout de la map. Alors encore un champion, un cuirassé qui est le New York, c'est-à-dire un des plus lents du jeu, et qui a décidé de partir à l'autre bout de la map, là où il va être très utile, dans un jour ou deux, quand il aura atteint ses partenaires. Je plaisante, mais c'est un peu l'esprit, quoi. C'est un peu agaçant de voir des gens qui sont à bord d'un navire très lent et qui traversent toute la map parce qu'ils n'ont pas envie d'être avec des croiseurs. Il y a un destroyer, 3 croiseurs devant. Il aurait pu aller porter ses canons. C'est vrai qu'il y a un chat-mort, mais ça, il ne pouvait pas le savoir qu'il y aurait un chat-mort. Alors il a été repéré, donc tout de suite évidemment, on lui tire dessus, et vu le reload, il va y avoir, voilà, il y a un Nuremberg, exactement. Shinonome, oh, il est l'ennemi de Bertin, ouais, oups. Alors là, il a tout intérêt à se méfier du Shinonome, comme je le dis souvent. Shinonome, c'est un type miyakaze, c'est un torpilleur japonais offert en récompense à la suite d'un certain nombre de quêtes plus ou moins difficiles. Donc ce sont des bons joueurs, c'est pas vraiment un navire que l'on donne gratuitement. Il faut vraiment être très bon pour jouer avec le Shinonome. Pour ceux qui ont obtenu le Shinonome, en tout cas, ont fait preuve de beaucoup de talent. Donc je me méfie toujours quand je croise un Shinonome. Ah oui, finalement là il regrette. Il a lancé son boost pour aller se faufiler, manque de peau.
Il est face au un des chasseurs de DD les plus redoutables du jeu, le Budoni. Vu son reload, le Budoni et sa vitesse, le Budoni peut lui faire très mal. Un coup de chance, le Budoni ne l'a pas vu. Alors, voyons si le joueur a été bon sur ce coup-là, parce que le nuage de torp dans la smoke, c'est un classique. Est-ce que le Shinonome a réussi à s'en aller, ou est-ce qu'il se croit à l'abri? Ah, je pense qu'il s'est en allé. Reload assez sympathique, je crois que c'est de mémoire, c'est une cinquantaine de secondes, je me semble, torpille. Faudra que je regarde, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Non, 1 minute 7. 1 minute 7, apparemment, c'est pas une valeur arrondie, donc ça doit être, elle a dû être améliorée. Pour l'instant, bah, il fait son spot, il est tranquille, pas vraiment aperçu. Alors là-bas, leur base est en cours de capture. Il y a un ennemi qui est allé se mettre dans leur base, donc évidemment, les points qui sont automatiquement incrémentés par la base ne marchent plus, puisque la base était en cours de capture. Donc pendant ce temps, l'ennemi est en train de prendre de large, d'autant qu'en plus ils ont coulé deux croiseurs de son côté. Donc le front de Falco s'est complètement effondré. Oula, c'est joli ça. Boum, une torpille sur le Budoni et une voie d'eau que le Budoni devrait arrêter. Oui, il a arrêté tout de suite, évidemment. Le Budoni qui s'était placé en sniper. Un navire arrêté, toujours un navire extrêmement en situation extrêmement dangereuse. Il faut se méfier et éviter les... Par exemple, il y a des navires comme le Nelson, le Dunkerque, qui ont des gameplays justement qui demandent à ce qu'on s'arrête, mais c'est très spécifique. Et généralement, les gens se mettent un flanc contre une île ou ne se mettent pas comme ça. Là, il était vraiment très à découvert, on va dire. Donc, ils ont réussi à chasser le destroyer qui voulait caper. Le Nuremberg ennemi devrait éviter la torpe, je pense. Donc Falco s'en va, il est tout seul maintenant sur le flanc. L'ennemi n'ose pas pousser parce qu'il y a un destroyer et que on ne voit pas des torpilles arriver, hein, donc forcément, il les a calmés pour l'instant, il a gagné un peu de répit. Son équipe a réussi en coulant en Bretagne à sensiblement remettre les pendules à l'heure, mais c'est pas gagné. Et Falco se repositionne parce que là où il est, il peut pas rester. C'est clair, il peut pas rester tout seul. Il va se faire. Il peut pas compter que sur sa furtivité pour tenir le flanc. D'autant que le char Nord, dont on a parlé tout à l'heure, si vous regardez bien, le char Nord a contourné et est en train de repiquer maintenant. Alors est-ce que Falco l'a vu? Est-ce que son propos va être de le torpiller à bout portant? Ce serait une belle embuscade, mais ça pourrait être au prix de beaucoup de points de vie. Donc je pense que Falco est très économe de ses points de vie, même s'il est parfois un fou furieux quand il joue. Il n'hésite pas à prendre des risques. Donc là, il a vu qu'il y avait un certain nombre de croiseurs qui commençaient à se positionner là. En tirant dans le tas, il y aurait peut-être moyen de faire quelques dégâts sympathiques. Il repérait avion, ça c'est pas cool. S'il est repéré avion, ça veut dire que les torpilles seront repérées avion. Voilà. À 10 km, il attend que le Myoku se rapproche, puisque c'est celui qui semble se rapprocher. Il y a aussi un torpille. Ouais, le New York qui semble vouloir s'enlever là. Le New York qui va prendre très très cher. À 5 km. D'ailleurs, il n'est pas le seul à tirer sur le New York. C'est un cuirassé qui est là. C'est Gnaizno qui est lancé le torpille. Gnaizno qui va prendre très cher parce que ils sont contournés. Le Janeway et le Charnorst viennent. Ça commence à sentir le pâté pour eux, hein, clairement. Le New York a ralenti. Il a dû voir des torpilles d'une manière ou d'une autre. Les torpilles ont été spot. Donc il est repéré, il s'enfuit évidemment. Surtout qu'il a un des tueurs de DD du jeu, le Nuremberg. Nuremberg, ses canons ne font pas excessivement mal, c'est la capacité de reload et la
la densité des coups et des impacts qui fait très mal aux torpilleurs, quel que soit le tiers du torpilleur. Le Gleisner, on n'en a plus pour très longtemps. Là, ça commence vraiment à sentir mauvais. Et il n'ose pas tirer, bien sûr. Voilà, bon, maintenant il peut tirer, évidemment. L'équipe ennemie a pris l'avantage. Gleisner a lancé ses torpilles. Et Jalko va se cacher derrière l'île. Une bataille extrêmement curieuse parce qu'elle est... ouais, bien tirée les torpilles du Gleisner. Non, le Charnant les évite. Extrêmement curieuse parce qu'on n'a pas franchement l'impression que cette partie d'Akatsuki soit emballante. Hein. Ils sont les 5-2 en termes de destruction. C'est moyen, on va dire. Par contre, les torpilles sont belles sur le Charnant là. Il en prend une, voilà. Donc ça c'est... est-ce qu'il a mis une voie d'eau, mais le Charnant l'a éteint tout de suite. Donc là, pour le coup, maintenant, là, il s'agit de tenir à la base. La gaz est investie par le Scharnhorst. Et il y a le New York qui s'approche. 6 secondes et ils vont avoir son premier set de torpilles. Et ils viennent de perdre un nouveau navire, le Furutaka. Ça sent vraiment très, très, très pas bon. Générateur de fumée enclenché. Donc, qu'est-ce qu'il a visé? Le New York. Ouais, il n'a pas pris le temps de mettre la visée. Un coup sympa à sortir sur le January, ça se voit là, boum. Voilà, au moins lui, il est calmé. Écran de fumée en place. Et dans la foulée, le New York et le Charnant se sont percutés. Mais ça fait toujours un kill. Le Fuchun a sorti en Oktovskaya. Le score se rétablit petit à petit, mais c'est encore très c'est très désavantageux pour l'équipe de Falco. Oh, joli. Voilà. Frappe des vases sur un New York. La base est quasiment protégée maintenant. Elle est encore contestée par quelqu'un. Alors je suppose que c'est le Shinonome parce qu'on ne voit pas les autres. Ouais, ça doit être le Shinonome qui conteste la base. Ou alors le Myoko, mais le Myoko qui n'aurait pas été tant de lui qui lui il est dans sa smoke qui ne peut pas repérer les navires. Alors là, boum, le Bulioni sorti par le Normandie. Petit à petit, la partie est en train de se rétablir, mais a pris de beaucoup d'efforts. Ils sont revenus à 5-5. L'équipe rouge a clairement très mal joué en arrivant au petit trot, chacun leur tour. Là, on lui demande de spotter, ce qu'il fait bien volontiers, parce qu'il faut trouver celui qui conteste la base. Je parierais pour... vu la dissimulation, on ne voit pas où est c'est un destroyer, et probablement le Shinonome. Bah, je dis ça, j'ai pas vu la bataille, donc... on va le voir, le Shinonome. C'est vrai que, bon, c'est un Minekase, un classe Minekase, et il est extrêmement furtif. Donc là, il est vrai que le Bayern semble vouloir s'éloigner, donc il s'attaque... Ouais, il s'attaque au Shinonome, voilà. Le Bayern, il n'a pas tiré à tirer les torpilles de Normandie. Beaucoup de Français apparemment, c'est assez grossier en plus. Ah bon, les autres aussi sont grossiers, mais sauf qu'on les comprend pas forcément tous. Là par contre le Bayern, ça va, il peut toujours les éviter à 7 km. Il a comment dirais-je, un pressentiment, il pourra les éviter, mais le destroyer étant derrière lui, le destroyer ne va pas pouvoir spotter les torpilles à temps.
coup au but. C'est bien que de sortir le Shinonome serait un vrai coup intéressant. Voilà. La Katsuki, le Shinonome a été sorti par la Katsuki de Falco. Le Shinonome qui a profité. Wow. Nouvelle frappe des vastes. Au but. Et il est quasiment aux portes du Kraken, hein, mine de rien. Maintenant, ben, la bataille a changé d'âme. Et il s'agit d'aller chercher les deux derniers, mais de mémoire, les deux derniers étaient du côté de leur base. Ah, il y en a un qui est en train d'insulter. C'est le Bayern? Ouais. Il est en train d'insulter, enfin d'insulter Falco. Il est en train d'exprimer sa colère. Alors le Shinonome, avec du retard, a coulé à la... a coulé avec la... le Flood a coulé le Normandie. Évidemment, il y a toujours nos petits Français qui expliquent que c'est une équipe... Il est dans une équipe, nos petits Français qui expliquent qu'ils sont dans une équipe épique, qui a quand même réussi à renverser la vapeur. Globalement, d'ailleurs, c'est toujours les survivants, eux se taisent, ils jouent. Les autres râlent parce qu'ils ont été coulés. Je peux comprendre, hein, ça m'arrive de râler aussi quand je suis coulé. C'est de la frustration, c'est de la colère. Des fois, c'est justifié, mais pas toujours. Et là, on a clairement des gens qui expliquent que tout ce qui est comme survivant est épique et que eux, ils auraient fait gagner... ils auraient fait gagner la team, ils l'ont tellement bien fait gagner que, bon... Ceux qui râlent, je regarde, ils n'ont pas fait beaucoup de kills. Zéro kills. Les deux qui râlent, c'est deux Français et un Gnaino et l'autre, c'est un Noma. 0 kill. Très utile. Ah, on comprend pourquoi la Katsuki rouge. Destroyer ennemi coulé. Et voilà Nyoko, qui est un vrai danger. Là. Surtout tourné comme il est, attention aux torpilles. Et là, il a quand même son Kraken, hein, mine de rien. Je ne l'ai pas signalé, ça aurait mérité, même si c'était sur un navire low life. Voilà, le Myoko qui a lancé ses torpilles un petit peu à la désespérée. Et surtout les deux sets au même endroit, ce qui est complètement inutile. Sur un destroyer, c'est complètement ridicule. Là. Voilà, on va... Et boum. Ah, il l'a pas fini. Ah, il a mis un flou. Bien joué. Très belle partie. 3h30 détruit. Voilà, de retour avec l'Akatsuki. Alors ça c'est bien, évidemment, c'est pas, il y a un camo, il y a des drapeaux. Bon, c'est pas celui de Falco, mais c'est le même. Hein. Et vous voyez que ce qu'on est capable de faire lorsque l'on joue intelligemment. Alors c'est un Akatsuki qui a été joué un petit peu bizarrement parce qu'il ne s'est pas joué en termes de loup solitaire à initier un push, mais il s'est joué d'une manière quasiment très défensive. Il a profité, et c'est une arme qui n'était pas forcément prévue par les développeurs du jeu, c'est-à-dire utiliser l'Akatsuki et la furtivité de l'Akatsuki pour défendre la base, parce que on s'est rarement
ce que l'on voit dans les parties, un destroyer qui descend sa base, planqué dans sa base, bien caché, et c'est bon, bah voilà, quoi, c'est juste parfait, la manière dont la manière dont il a utilisé son navire. Alors on regarde tout de suite les écrans de la bataille, 7952 points, je rappelle, comme je l'ai dit souvent, Falco n'est pas premium, c'est beau, 398 points d'XP libre, donc il a fait 2 frappes dévastes, un kraken, je sais plus après les autres, j'ai pas les témoins, mais oui, il a dû avoir soutien, quelque chose comme ça, parce que c'est assez énorme. 1973 points, en notant quand même qu'il a eu un Normandie qui a fait pas mal le boulot. L'un des rares qui a écrit sur le chat, mais qui a écrit pour lui demander quelque chose, de demander d'aller spotter, ce qui n'était pas méchant, il avait besoin d'un service, ce que Falco a fait d'ailleurs, mais les râleurs, ceux qui n'ont pas arrêté d'insulter, ben, ils étaient au mieux au milieu, hein, au pire en bas, voilà, donc, et le type qui se faisait insulter tout le long, ben, il est à peu près au même niveau, c'est vrai qu'il n'a pas été gégène, mais bon. 1973 points de vie, c'est pratiquement 2000 points d'XP de base, c'est énorme. Ça prouve qu'il a très bien utilisé son navire. On regarde très vite. Ben non, il n'y a pas toutes ses victimes parce qu'il y en a 6, mais il n'a pas fait le double, la glissade en haut où il y a la liste des navires. Il ne l'a pas imprimé, mais c'est pas grave. 40 000 de dégâts sur un New York, il a quasiment pris tout dans la tête. Le Bayern, ben, il restait plus grand chose, enfin il restait 25 000 points de vie, il les a enlevés. Le Myoko, 18 000, c'est boum, hein, voilà. Shinonome, là il l'a sorti au canon, mais il avait 2-3 fois mis des chouquettes, tout comme le Janway, tout comme la Katsuki, mais il fallait sécuriser ses kills. Il a quand même tanké pour 516 000, ce qui est bien, ce qui est énorme. En 10 torpilles au but pour 105 000 de dégâts, sachant qu'il a fait 121 000 de dégâts, donc il a quand même fait des dégâts au canon, ce qui n'est pas la fonction première de la Katsuki, hein, donc c'est bien, c'est très très bien. On va enchaîner tout de suite sur une autre bataille, alors le style va être totalement différent. Là pour le coup on part avec ce navire, le Mahan. Et donc là, une petite explication s'impose. C'est un streamer de worldofwarship.fr qui m'a aimablement fourni cette partie à laquelle j'assistais en direct. Et je l'ai trouvé suffisamment symptomatique, vraiment, qui expliquait bien comment on se sert des destroyers américains pour faire une bonne bataille. Lui considère que c'est une bataille moyenne. Je vous laisse juger, vous allez me dire ce que vous en pensez. Personnellement, moi je la trouve très bonne. Elle aussi est très symptomatique, voilà, c'est le mot, très symptomatique de ce que l'on peut faire avec un contre-torpilleur américain. Bon visionnage. Et c'est parti donc avec le Mahan de Sevastosvig. Donc il est en division avec un Atlanta et un Akatsuki. A priori, pour ce que j'en vois, l'équipe est en train... l'essentiel de l'équipe... bon, a priori, déjà, on peut dire que l'Akatsuki, l'autre destroyer de la division, est en train de partir vers C. L'Atlanta a plutôt choisi de soutenir son Mahan, ce qui est assez logique. C'est un redoutable duo, hein, Atlanta Mahan. Mahan qui est top tier, ce qui est redoutable parce que c'est un petit croiseur à ce stade, considéré presque comme un petit croiseur torpilleur. Et sa dissimulation n'est pas absolument géniale. Dissimuler il porte à 9 km 2 au niveau des torpilles, 11,7 au niveau du canon. Je sais pas la dissimulation. Est-ce qu'on la voit là? Porte de détectabilité par la mer 6,9. Ok. Détecté à 6,9, ça reste quand même pas mal.
plutôt bien. Alors, on a deux... Ben voilà, il y a 4 destroyers, il y en a 2 par 4. Ici, le problème, c'est que les rouges ont choisi de, ne semble-t-il, pas contester le cap B, alors que les verts, eux, vont contester le cap C, qui est globalement toujours pour les rouges. Ben, le résultat, voilà, c'est qu'ils vont marquer les points beaucoup plus vite. D'autant que le seul qui semblait vouloir aller vers B a décidé à changer d'avis et pas charger les 2 destroyers qui sont lancés. Le Mahon, lui, se contente de faire son premier job, c'est-à-dire prendre un cap, relativement facilement, il faut le reconnaître. Mais son deuxième job va être maintenant de repérer l'escadre ennemie, ou en tout cas de repérer une partie de la flotte ennemie, et surtout la direction dans laquelle elle se rend. Naturellement, il faut rendre certain le fait que la flotte ennemie peut descendre en colonne 3. Oui, c'est ça, colonne 3. Ce qu'elle fait globalement, hein, assez souvent. Donc, effectivement, il s'en va torpiller la brouillard de guerre du Fidji, avec assez peu d'espoir de le toucher. Je pense qu'il est à la limite de la portée. Si le Fidji est arrêté dans sa smoke, comme on dit, il risque d'avoir très mal. Maintenant, il a quand même 1 minute à attendre avant de récupérer ses torpilles. Ah, le Mahan ennemi. Alors ça, c'est très intéressant parce que le Mahan n'a visiblement pas détecté. Voilà, il a mis vous remarquerez qu'il a mis le turbo. Ça lui permet effectivement d'être relativement à l'abri de l'ennemi, qui va mettre un certain temps à tirer et qui va mettre à ajuster son shoot. À noter quand même, et qu'il a mis sa smoke pour faire un long fumage. C'est pour permettre à l'Atlanta d'aller se réfugier. Ouais, bien joué. Aïe, aïe, aïe. Le Mahan a coulé l'Atlanta. Alors ça, c'était son soutien. Il lui avait mis une smoke pour que l'Atlanta vienne se cacher dedans. Du coup, bah, il est obligé de se ralentir. Il peut encore tirer parce qu'il n'est pas... Voilà, il re-rentre dans sa smoke. Il va tenir la position. Ah, ils ont perdu gros en perdant l'Atlanta, là. Il y a quand même une grosse escadre de 4 cuirassés, tout simplement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été suivis par les croiseurs. Donc, pour aller chercher le Mahan dans sa smoke, ça va être compliqué. Donc là, l'Octopskaya semble... ouais, il va éviter les torpilles. Fuseau ou Julio César, éventuellement, on risque d'avoir plus de mal. Enfin, le fuseau est hors de portée des torpilles, apparemment. Par contre, le Julio César m'a l'air d'être une cible prometteuse. Ah, il tourne. Il les a vus, les torpilles. On le voit très nettement sur la minimap qui tourne. Boum, 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 boum. 4 torpilles au but. Oh la vache. Ouh, bah, il a pris cher. Là, il est en train de mettre du soin, de récupérer un peu de vie, mais... Et allez, on lui casse les secondaires, on lui casse l'avion. Et on repasse sur l'Octopskaya. Un petit peu à chacun, mais il en a plus pour tout le monde. Là, il rentre du hook maintenant. Les 4 cuirassés ennemis ont tout simplement décidé de pas de faire demi-tour, mais de s'éloigner. Alors, ce qui est d'autant plus amusant, c'est que les 2 cuirassés qui restaient derrière lui, ben, sont tout simplement eux aussi en train de faire demi-tour, les 2 cuirassés verts. Donc tout le monde s'éloigne de tout le monde. Ils avaient un gros avantage, les cuirassés ennemis, mais la présence du Mahan, qui est resté, vous remarquerez, extrêmement prudent, qui ne sait pas, qui a fait tout pour ne pas être
repéré, et bien voilà, le Mahan continue à être un client extrêmement redoutable. Il se sert de ses torpilles comme dissuasif, même si les sorties ont été efficaces, 4 au but, mais enfin, on va dire que c'est circonstanciel. On est tombé sur un jeu de César très... un peu casse-cou. Alors il semblerait que maintenant que les ennemis, les cuirassés aient pris de large, il semble vouloir revenir vers sa direction, à moins qu'il fasse demi-tour. C'est assez étonnant, je vois pas très bien le move. D'autant que les 2 cuirassés de son équipe sont en stand-by, ils attendent, restent assez loin. C'est les cuirassés qui sont avec lui, c'est un Octopskaya et un Queen Elizabeth. Oui, ça peut se comprendre quand même, l'escadre de cuirassés ennemis est relativement costaude. Je pense que le Julio a les ressources, la vitesse pour éviter ces torpilles. Et s'il continue encore une fois à faire du 3, non ça va, il a tourné. Il a dû voir les torpilles. Il ne devrait pas s'en prendre. Ah, il continue à mener le... Il est en mode Gandalf, vous ne passerez pas. Et les autres, bah bon, bah si on passe pas, on passe pas. Hein. 47 000 de dégâts, c'est un joli coup. Ah, là, il y a eu César qui revient. De nouveau demi-tour. Il va de nouveau se remettre dans le... Voilà, plus de jeu de César. Il était prometteur lui, hein. L'aéronautique ne semble pas du tout s'occuper de lui. Il a fait seulement tourner vers les cuirassés qui sont derrière Sébastien. Il y a une petite torche peut-être, ouais. Ah, une petite torche sur l'Octopskaya, j'ai l'impression. Voilà. À chaque fois qu'ils veulent s'approcher, ils ont droit à une torpille. Hein. C'est distribution gratuite. Il continue à tenir le rythme et d'une certaine manière il protège B. Parce qu'on ne sait absolument pas comme il reste tout le temps caché. Les ennemis ne savent absolument pas où il se trouve. Bon, il voit le nuage de smoke, mais il peut très bien se relocaliser, repartir vers B. Il a des îles pour aller se cacher. Il est dans une position... Et vous voyez, il est toujours en mouvement. Hein. Ça, c'est très instructif. Un torpilleur ou un contre-torpilleur doit toujours être en mouvement. Ne comptez pas sur votre furtivité pour passer... Là, il est à 5 km 8, l'Octopskaya. C'est-à-dire que dès que le nuage de fumée va se dissiper, ou dès qu'il va en sortir, l'Octopskaya le verra. Et voilà, il est repéré. Alors est-ce que l'Octopskaya, qui avait une tourelle qui était à peu près tournée vers lui? Non, il ne cherche pas de lui tirer dessus. Il ne s'intéresse pas à lui, c'est étonnant. Même pas un petit... Ben, ils sont 2 à le viser maintenant. Alors il s'occupe plus de l'Octopskaya. Il s'occupe du Shiratsuyu maintenant. Il protège son cap. Ah, vous voyez, il surveille absolument tout. Ça fait le signe de quelqu'un qui est très lucide. Et il faut être très lucide, très lucide quand on joue destroyer. Presque aussi lucide que quand on joue porte-avions. Hein. Alors là, le Shiratsuyu, à mon avis. Est-ce qu'il va le finir? Non, il ne l'a pas fini. Il était en flamme. Et l'Octopskaya retourne vers ses torpilles. Alors là, franchement, Sébastien avait lancé les torpilles, mais l'Octopskaya s'est carrément complètement jeté dessus. Et une de plus, voilà. Allez, on le finit. On le finit au canon. Bah, c'est du Sébastien. Si on se jette sur ses torpilles, il prend. Hein. Il n'a plus qu'à finir au canon. Il est à 6 km. Il est repéré.
L'Octonskaya essaye d'ajuster pour mettre toutes ses tourelles, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il a cassé l'offensive ennemie quasiment à lui tout seul. C'est énorme. J'ai pas vu beaucoup de tirs des 2 cuirassés qui étaient derrière lui sur les 4 cuirassés ennemis. J'ai pas vu beaucoup de tirs partir. Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. En tout cas, ils n'ont pas énormément bougé. C'est étonnant. Vraiment étonnant. Alors maintenant, 80 000 de dégâts. Est-ce que la bataille est presque finie, bien sûr. Il n'y a plus vraiment de suspense. Ils ont les 3 capes. On ne voit pas très bien qu'est-ce qui pourrait renverser la vapeur. Alors là, par contre, un Iron Duke. Pardon. Non, il va pas quand même pas... Mais il se tient derrière l'île, vous voyez. Et il se met dans un nuage de fumée. Et l'Iron Duke. Non, il va pas continuer tout droit quand même. Il n'a pas beaucoup de choix. Il peut pas tourner. Il faut il monte son étrave. Sa seule façon de s'en sortir, c'est de tourner son étrave vers lui. Vers Sébastien. Je vous l'ai dit, hein, c'est un excellent joueur de destroyer. Peut-être l'un des meilleurs que je connaisse. C'est vraiment... il a un sens tactique qui est assez énorme. Et ping, voilà. On approche des 90 000, 100 000, on est à 90 000. Reping ou pas reping? Boum, boum. Et voilà, 91 000 de dégâts, 109 000. Est-ce qu'il va arriver à le couler avant la fin de la bataille? 7 points. Ah non. Fin de la bataille. Voilà. On revient sur le port avec de Mahan. Alors là, il n'y a pas les écrans. Il était en plein direct quand il m'a envoyé comment dirais-je, ce live, donc cet extrait de bataille, donc forcément pas le temps de faire les écrans, il avait autre chose à faire, ça je comprends bien, mais comme vous pouvez le voir, le contre-torpilleur américain joue essentiellement sur 2 atouts principaux, son reload, avec donc ses canons, reload, précision, capacité de mettre des incendies, mais aussi, et ça c'est très intéressant, la longueur de sa smoke, la longueur de la durée, plus exactement, de son brouillard de guerre. Là on est réellement sur un navire on y joue vraiment tous les arguments, et dans cette configuration, Sébastien Zweig a fait véritablement un petit tour de force. J'ai beaucoup aimé cette bataille. Moi, je la trouve très chouette parce que j'aime bien les contre-torpilleurs américains. Je les joue pas assez souvent à mon gré, mais quand je les joue, j'éprouve toujours énormément de plaisir à les jouer. Maintenant, il y a les contre-torpilleurs russes, il y a les allemands. Ce sont des lignes très différentes, mais très agréables à jouer. Ils sont sortis aussi les galantes de l'anglais et le français d'aigle. Ça apporte une variété qui fait que, au bout d'un moment, on peut pas tous les jouer, quoi, hein. Il y a des moments, il faut faire des sélections. Et c'est vrai que pour moi, les contre-torpilleurs américains sont un peu tombés dans les oubliettes. Ça donne presque envie d'y rejouer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On aura vu deux types de gameplay très différents en torpilleurs. Donc si vous êtes tenté d'aller jouer les torpilleurs ou les contre-torpilleurs, peut-être que ça vous inspirera. Et pour ce coup, on va se séparer. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas encore sur quel type de vidéo je vais me diriger. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai. Donc à très bientôt, si vous le voulez bien.